Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle table ronde dédiée à la transition énergétique au Pays Basque. Alors après s'être intéressé à la nature de cette transition, après s'être projeté dans la ville du futur, nous vous proposons toujours depuis Arkinova, pépinière d'éco-construction à Anglette, de savoir s'il est possible, oui ou non, de produire local et durable. Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour Laetitia. Vous êtes le chef de la locale de Sud-Ouest du Pays Basque et vous avez à nouveau pour cette table ronde réuni les invités qui sont au cœur de la réflexion de la transition énergétique. Mais avant de commencer avec nos invités, Pierre, je vous laisse accueillir Patxi Bergara, directeur d'Energia et qui est un producteur d'énergie au Pays Basque. Oui, on ne pouvait pas faire cette table ronde sans inviter le local de l'étape, Patxi Bergara, qui est producteur, et il va nous expliquer qu'il n'est pas que ça, bien entendu, producteur d'énergie au Pays Basque et du Pays Basque. Comment ça se passe et comment est née cette initiative? Bonjour. Au Pays Basque, donc, il y a beaucoup de démarches collectives qui se sont nées, qui ont porté leurs fruits, notamment dans l'enseignement, dans l'agriculture. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est la même chose autour de l'énergie, en mettant les citoyens au cœur de la démarche. Et donc on s'est inspiré de démarches européennes pour donc mettre les citoyens au cœur de la démarche énergétique, de la problématique de l'énergie. On appelle ça la réappropriation citoyenne de l'énergie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'électricité, il y a 3 grands métiers. Il y a la production, il y a la fourniture. Donc le fournisseur, il achète au producteur et il vend au consommateur en utilisant le réseau. Et donc le 3e métier, c'est le réseau. Les 2 premiers métiers sont libéralisés, donc on peut produire, on peut fournir à condition d'avoir les autorisations nécessaires. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un producteur en 2014 qui s'appelle INR, donc qui a pour but en fait de mutualiser les moyens financiers des habitants et d'investir dans des unités de production. Donc aujourd'hui, INR, c'est 500 actionnaires. Et ensuite, on a créé en 2018 un fournisseur d'électricité 100% renouvelable qui vend donc de l'énergie aux consommateurs. Donc aujourd'hui, Energia, c'est 730 coopérateurs, parce qu'on est une coopérative, et on alimente 3000 points, dont le bâtiment Arkinova où on est actuellement. Alors c'est un cercle vertueux, mais ce qui nous intéresse, ou ce qui m'intéresse à moi en tant que consommateur, imaginons que je devienne actionnaire d'INR, est-ce que je vais payer ma facture d'électricité moins cher ? Alors, si vous êtes actionnaire d'INR, donc vous êtes dans la partie production, donc c'est pas lié à la facture d'électricité, donc là vous allez produire, et donc INR va vendre cette énergie-là à un fournisseur. Voilà. Et le but à terme, c'est que INR vende à Energia. Et par contre, si vous êtes client au sein d'Energia, vous avez l'assurance que vous consommez d'énergie 100% renouvelable et à des prix similaires à l'acteur historique EDF. D'accord. Est-ce que ça se développe? Vous parliez de 750 adhérents, c'est ça? 730 coopérateurs. 730 donc on a coopérateurs. Voilà, nous, comme on est une coopérative, on implique les citoyens dans la gouvernance de l'entreprise. Donc ils sont propriétaires et d'INR et d'Energia. Donc au total, entre les 2 structures, il y a 1000 personnes. Voilà. Et ensuite, on peut être bénéficiaire des services, donc consommateur. Et là, donc, comme je l'ai dit, il y a 3000 contrats aujourd'hui sur le territoire, donc à peu près 2600 contrats uniques. Et sur les 2600, il y a 2300 particuliers. Et les gens adhèrent de plus en plus à ce nouveau modèle. Oui, chaque mois, on a de nouveaux contrats, on a de nouveaux coopérateurs. Et donc, le but maintenant, c'est de se faire connaître. Et ensuite, à terme, d'aller au-delà, de leur expliquer aussi comment fonctionne le marché de l'électricité et d'avoir une dynamique aussi de sobriété, donc de faire attention à comment on consomme l'électricité. Parce que si on veut arriver à un niveau satisfaisant, il faudra qu'à la fois on développe des énergies renouvelables, mais qu'on arrive aussi à baisser la consommation des foyers, des entreprises, des industries. Merci beaucoup, Monsieur Bergara. On vous retrouvera en fin de débat. Vous viendrez donner votre conclusion sur les échanges qui auront lieu. Pierre, d'autres invités avec nous cet après-midi. Oui, on va retrouver des personnes qui interviennent au Pays Basque et au-delà. Monsieur Jean-Baptiste Brélier, vous êtes responsable du développement commercial de Terega. Monsieur Didier Ganchou, directeur territorial de GRDF. Monsieur Loïc Laranda-Buru, chef de projet développement à la CHEM, la station hydroélectrique du Midi. Et monsieur Jacques Lefort, directeur commercial de Dalkia Sud-Ouest.
Alors, contrairement aux deux autres tables rondes dédiées à la transition énergétique au Pays Basque, pour celle-ci, on n'a pas véritablement pu respecter la parité. Reste que nous allons, messieurs, pour que ce débat soit le plus clair possible, eh bien, commencer par l'origine des énergies locales pour arriver jusqu'à nos maisons. Très bien, alors commençons avec Loïc Laranda-Beru de la CHEM. Vous, c'est l'hydroélectricité, grâce à la montagne qui est proche d'ici. Comment vous avez mis en place cette énergie ici, on va dire dans les Pyrénées-Atlantiques? Alors, la CHEM, c'est un producteur historique des Pyrénées, enfin du Grand Sud-Ouest, et particulièrement du Pays Basque, puisqu'on a un groupement hydroélectrique, enfin, un groupement d'usines qui est situé en Soule, en Haute-Soule, à Alicateré. Et donc, ça fait plus de 100 ans qu'on exploite des usines en montagne, donc c'est vrai qu'on est un peu les locaux enfin, dans les Pyrénées en termes d'hydroélectricité. Faut savoir qu'au Pays Basque, on produit l'équivalent de la consommation domestique de la basse Navarre. Donc on est le premier producteur hydroélectrique au Pays Basque et le deuxième producteur hydroélectrique français. Et nous, on essaie de développer de nouvelles centrales hydroélectriques. L'objectif, c'est d'ici 10 ans d'avoir 10 MW de plus. Alors je ne sais pas si ça va trop parler, mais c'est plus d'une dizaine de sites supplémentaires de production hydroélectrique. 10 mégawatts, si on raisonne en maison, pour parler aux gens qui nous par écoutent. rapport à des maisons... c'est quoi? C'est un village? C'est une commune? C'est un peu plus? Ouais, on est sur une commune moyenne, enfin ouais, c'est à peu près ça. Ouais. En termes de puissance installée, ouais, on arrive à ça. Ouais. Et il faut savoir qu'au Pays Basque, il y a une étude récente qui a été réalisée sur le potentiel hydroélectrique du Pays Basque. Si on arrive à développer tout le potentiel hydroélectrique du Pays Basque, on arrive à peu près à 7% de la consommation du Pays Basque. Donc c'est pas négligeable dans le mix énergétique. C'est vrai que c'est une énergie que on a souvent l'impression que l'hydroélectricité c'est marginal par rapport à d'autres énergies et tout, mais on arrive quand même on pourrait arriver à 7% de la consommation du Pays Basque rien qu'en hydroélectricité. Donc là il faudrait développer tout le potentiel du Pays Basque. On a quelques... À quelle échéance on pourrait l'imaginer? Alors, nous, on n'a pas vocation à développer toute l'hydroélectricité du Pays Basque. On s'est fixé un but de 10 MW sous 10 ans, donc ce qui fait à peu près un projet par an pendant 10 ans. Donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé localement. Donc ce n'est pas que sur le Pays Basque, c'est sur le Grand Sud-Ouest. En tout, on est à un objectif de 30 MW sur l'ensemble de la France. Donc moi, je suis en charge que la partie Sud-Ouest. Et l'idée, c'est d'arriver à développer ces projets avec les collectivités. Et vous sentez justement de ces collectivités qu'il y a un véritable élan, une véritable envie? C'est vrai que des projets qu'on a pu porter ces dernières années, on est vraiment épaulé par les collectivités. On arrive vraiment à faire adhérer les collectivités. Bon, c'est vrai que c'est dans l'air du temps. C'est une énergie qui reste propre et qui est bien éprouvée. Donc, on arrive à avoir l'adhésion et en même temps, il y a une réciprocité, on arrive à apporter quelque chose aux communes aussi, avec des rémunérations sous forme de loyer et même des apports annexes au projet. On essaie toujours de proposer un projet hydroélectrique avec des services annexes, que ce soit on peut penser à des bornes de recharge pour des vélos, pour des voitures. On essaie de trouver à chaque fois, au niveau des collectivités, ce qui peut intéresser la commune, et toujours en rapport avec l'énergie si possible, et du coup d'essayer de faire un projet un peu plus global sur le territoire. D'accord, donc vous avez des services de recherche-développement qui sont dédiés à ça, justement, à essayer de s'adapter aux besoins? Oui, alors on a la chance d'être dans un grand groupe, dans le groupe Engie, et c'est vrai qu'on peut faire appel à d'autres filiales du groupe Engie qui sont spécialisées dans sur la mobilité, sur les autres services qu'on peut apporter. Donc c'est vrai qu'on on porte vraiment l'offre hydroélectrique en tant que CHEM, et après on est capable de s'appuyer sur les autres filiales du groupe Engie pour proposer à une commune ou une collectivité une offre un peu plus large, même avec d'autres types de production d'énergie. Éviter, réduire, compenser, c'est la démarche de Teréga, opérateur français d'infrastructures gazières. Nous continuons notre petit chemin énergétique avec vous, Jean-Baptiste Brélier. Teréga achemine du gaz. Votre activité a été créée avec les gisements de lac. Alors c'est vrai que quand on pense énergie renouvelable, on ne pense pas forcément au gaz. Avons-nous tort? De plus en plus. On a tort de plus en plus? Okay. J'espère que vous aurez de plus en plus tort à l'avenir dans les années qui viennent, puisque effectivement, le gaz est en train de se verdir. Et l'objectif, c'est qu'il soit totalement vert à l'horizon 2050 en France. Ça signifie quoi en fait? Quels sont, sans qu'on rentre trop dans les détails très, très techniques, mais ça signifie quoi un gaz qui devient vert? Ça signifie qu'on va remplacer
le gaz fossile, le gaz naturel, celui qu'on appelle gaz naturel, qui vient des pays producteurs qui sont potentiellement éloignés du territoire français, par du gaz qui est produit localement à partir de ressources agro-industrielles ou agricoles, de déchets qu'on recycle et qu'on vient transformer en gaz, en biogaz. Aujourd'hui, on sait bien le faire et on peut véritablement puiser là-dedans. Tout à fait. On le sait le faire. Il y a déjà 2 sites qui sont en injection dans le 64, dans le département 64, proche du Pays Basque. Il y a 2 autres sites qui devraient très prochainement être raccordés et donc injecter du biométhane dans les réseaux gaziers de Teréga et des distributeurs implantés localement. Et il y a tout un potentiel à exploiter qui représente à peu près 50% de la consommation du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc ce potentiel, il a vocation à être valorisé, exploité dans les années qui viennent. Et l'objectif, c'est qu'on soit donc en mesure de remplacer 100% du gaz naturel qu'on importe aujourd'hui et qui vient des gisements partout à travers le monde par ce biométhane produit localement et qui est produit à partir, encore une fois, de déchets et donc qui est vertueux. Est-ce que l'hydrogène fait partie aussi de vos objectifs ou ce n'est pas du tout dans vos plans? Bien sûr, également, ouais, tout à fait. Alors là, on passe d'une réalité commerciale parce qu'on le disait, il y a des sites qui sont déjà en injection sur le biométhane et c'est quelque chose il y a déjà un marché, il y a déjà des producteurs, il y a déjà quelque chose qui existe et qui est tangible, à quelque chose de plus, qui est plus dans une phase de recherche et de développement et d'innovation aujourd'hui, l'hydrogène. On entend beaucoup parler d'hydrogène partout en Europe et notamment en France, avec notamment le fameux plan de relance du gouvernement qui a prévu de consacrer plusieurs milliards d'euros dans les années qui viennent à l'hydrogène. Teréga a son rôle à jouer en tant qu'opérateur gazier sur ce marché de l'hydrogène, ce futur marché de l'hydrogène, tout simplement parce qu'on a des infrastructures, que le gaz est amené la consommation de gaz est amenée à diminuer. On parlait de sobriété tout à l'heure, et c'est bien le premier levier pour réduire cette consommation de gaz et cette dépendance à des énergies qui émettent du CO2. Donc on va remplacer le gaz fossile par du biométhane, mais on va aussi essayer de remplacer ce gaz qui émettra toujours du CO2, puisque quand on brûle du gaz, on émet du CO2, par une énergie totalement décarbonée qui est l'hydrogène renouvelable. Donc l'objectif de Teréga, c'est de démontrer, en faisant d'abord des projets, des études, qu'on peut injecter de l'hydrogène renouvelable dans les infrastructures pour le transporter des poches de production vers les poches de consommation. Ce qui se fait par exemple pour le bus à peau, bus à hydrogène, où tout se fait très localement. C'est un exemple de consommation. L'important maintenant, c'est de démontrer qu'on sera capable de transiter d'importantes quantités d'hydrogène d'endroits où on va le produire. Donc principalement, aujourd'hui, on a des cibles, alors ça peut être très local, il y a des clusters locaux, ce qu'on appelle des clusters locaux. Il y en a un plutôt autour de Port-la-Nouvelle qui est prévu. Il n'y en a pas encore du côté du Pays Basque, mais il y en a aussi en Espagne. Donc on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'opérateur transfrontalier, puisqu'on a des interconnexions, notamment 2 dans le Pays Basque avec l'Espagne. Donc l'important, c'est de transiter tous ces volumes d'hydrogène renouvelables vers les consommateurs. Alors dès que vous dites tous ces volumes d'hydrogène renouvelable, c'est potentiellement dangereux quand même l'hydrogène. Donc est-ce que ce sont justement, c'est ce qui a fait qu'on a mis du temps un petit peu à s'y mettre, à l'utiliser, comment on l'utilise? Si on s'y prend mal. Donc tout à fait, oui, c'est vrai que ce n'est pas une énergie facile à manipuler. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de projets de recherche justement pour améliorer les conditions de sécurité dans lesquelles on pourra opérer, parce que on ne peut pas transporter de l'hydrogène comme on transporte du gaz. Il y a des conditions de sécurité renforcées à mettre en œuvre pour être capable de le faire vraiment au bénéfice du consommateur et de la société en général. Didier Ganchou, vous êtes le représentant de GRDF, donc le gaz aussi, on en parle de distribution du gaz. Comment vous situez-vous dans cette transition énergétique? Est-ce que GRDF a pris le train en marche, on va dire, de cette transition? Est-ce que vous proposez de nouveaux modèles? Oui, alors plutôt que prendre le train en marche, en fait, on a essayé de faire démarrer le train. Sans le charbon. Ce que je voudrais donc dire, surtout qu'en fait, en introduction, c'est que la plus belle des énergies ou la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consommera pas. Donc finalement, tous autour de la table, je pense qu'en fait, on est, et vous l'avez bien évoqué, on est tous concernés en fait par la maîtrise des consommations. Donc notre action s'inscrit globalement, collectivement, en fait, dans cette maîtrise. Alors
GRDF, effectivement, donc, est une entreprise de service public. Donc, nous exploitons des réseaux pour le compte de collectivités qui, elles, sont propriétaires de ces réseaux. Et notre action, en fait, on a deux actions prépondérantes, en fait. C'est effectivement, donc, comme l'évoquait le collègue de Terega, c'est deux actions prépondérantes qui sont, en fait, une première, la promotion, en fait, de la production des gaz verts, donc par le biais de la méthanisation, pyrogasification ou de façon un peu plus lointaine, en fait, le power to gas. Dans le cadre d'une perspective, en fait, d'un 100% gaz renouvelable à l'horizon de 2050, une étude, en fait, qui a été réalisée par l'ADEME, donc 2 fois. Donc une première fois, c'était un peu surprenante, et la deuxième fois, elle a été confirmée. Donc bon, c'était plutôt intéressant. Et avec une première échéance en 2030, qui est par contre, elle, inscrite dans la loi, qui est donc en fait avoir 10% de gaz renouvelable en fait, sur les réseaux de transport ou de distribution. Alors, si on fait un point en fait, sur le Pays Basque, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que finalement, donc, plein de projets sont en train d'émerger à la maille des Pyrénées-Atlantiques, des projets sont en train d'émerger sur le Pays Basque, en réflexion ou en réalisation. Il y a déjà donc, enfin, un projet qui n'est pas vraiment situé au Pays Basque, mais qui est sur le sud des Landes, mais qui injecte en fait, sur le réseau qui draine toute la côte basque, plus un projet qui, lui, injectera sur le réseau de distribution en fait, du Pays Basque et qui va être situé à Cannes. Et globalement, en fait, ces deux productions-là représentent d'ores et déjà de l'ordre de 10% en fait, de la consommation du Pays Basque. Ce qui veut dire qu'à l'horizon 2021, fin 2021, les attendus de la loi de transition énergétique, donc à 2030, qui est de 10%, seront déjà couverts en fait, pour le Pays Basque. Voilà ce premier point d'étape. Et après, donc, il nous restera effectivement, comme le disait le collègue Terega, tout à parcourir pour arriver donc, finalement donc, à une consolidation des consommations et des productions sur un pas de temps un peu plus lointain. Donc, vous souhaitez vous développer, ouvrir des usines et l'objectif, c'est l'autonomie, la basque énergie. L'autonomie, enfin, l'idée en fait, globale, c'est de créer toutes les conditions optimisées de production d'énergie locale, renouvelable, au service des territoires et qui génère en fait, une économie sur les territoires. Voilà quel est l'objectif en fait, que nous partageons tous. J'imagine, Jacques Lefort, du côté de Dalkia, l'économie, c'est aussi un des soucis que vous avez. L'entreprise que vous représentez a évolué. On est passé, si on résume, du réglage de chaudière au développement des réseaux de chaleur urbains. Est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé de l'électricité, on a parlé du gaz, est-ce que la chaleur est un moyen aussi de maîtriser sa consommation d'énergie ? Tout à fait. Tout à fait. Dalkia, c'est en quelques mots une filiale du groupe EDF qui a deux spécialités. D'abord consommer moins et ensuite consommer mieux. Consommer moins en faisant faire des économies d'énergie à nos clients et consommer mieux en produisant justement de la chaleur renouvelable. Concrètement, on a une armée de techniciens. En France, Dalkia emploie 16 600 personnes qui justement vont chez les gens, vont dans les mairies, dans les collectivités, vont chez les industriels pour régler leurs équipements thermiques et les inciter à produire une énergie plus verte, une énergie aussi plus efficacement. C'est-à-dire qu'en gros, on baisse un peu le chauffage. Par exemple, on calorifie les tuyaux pour éviter qu'ils perdent leur chaleur entre le moment où on la produit et le moment où on la consomme. Effectivement, on règle la chaudière, mais aussi on change la façon dont l'énergie que consomme la chaudière. Et effectivement, traditionnellement, on peut utiliser du gaz, mais maintenant, de plus en plus, on utilise de la biomasse, la géothermie. On peut parfois aussi utiliser du biogaz. Ce sont ces moyens. On peut même récupérer la chaleur sur des sites industriels. Oui, cette chaleur, elle sort d'où ? Eh bien, cette chaleur, quand on les récupère sur un site industriel, en fait, c'est tout simplement le process industriel qui est énergivore, c'est-à-dire un process industriel qui, voilà, quand vous avez une aciérie, ça produit de la chaleur, ça chauffe les oiseaux souvent. Voilà, on récupère cette chaleur, on chauffe de l'eau, on l'envoie dans des réseaux de chaleur urbains jusqu'à un quartier pas loin et pour chauffer les habitants. Par exemple, ici, dans le Pays Basque, on chauffe le quartier de la ZUP à Bayonne, le quartier Aiguretuc, et puis nous chauffons aussi Saint-Jean-Pied-de-Port avec des réseaux de chaleur urbains. Donc, et on arrive à chauffer quelle densité? Quand vous dites par exemple Saint-Jean-Pied-de-Port, j'imagine que ce n'est pas toute la commune, ou on pourrait arriver à
En fait, en fonction de la ressource, je prends un réseau de chaleur comme celui des Gurétiques à Bayonne, nous chauffons 4000 logements, nous avons à partir de biomasse, donc en fait, s'il y a de la ressource et s'il y a une densité de logements suffisamment importante, à ce moment-là, on peut chauffer ces logements. S'il y a un hôpital, s'il y a des écoles et qui sont proches, on peut effectivement développer un réseau de chaleur. C'est ainsi qu'on calcule ces réseaux qui sont extrêmement aidés par les pouvoirs publics parce que justement, ils créent des emplois locaux. À Gurétique, à Bayonne, nous avons créé 6 emplois. Il faut imaginer que 1000 tonnes de bois, ça crée 2 emplois. Un emploi dans la forêt pour extraire le bois et un emploi dans la chaufferie pour régler la machine. Et 1000 tonnes, ça chauffe à peu près 250 familles. Et on utilise le bois qui tombe naturellement des arbres. On n'utilise pas le beau bois, celui-là il coûte trop cher, et on le réserve pour faire des meubles. Donc voilà, on utilise le bois qui n'est pas utilisé par l'industrie habituellement. Donc c'est une forme d'économie circulaire finalement, ces branches qui tomberaient sur le sol, on les réutilise pour produire de la chaleur. Donc oui, il y a ce sujet qui est la chaleur renouvelable à partir de biomasse, il y a un autre sujet qui est celui des économies d'énergie. Et on peut moduler les deux. C'est-à-dire que je prends le casino de Biarritz, nous avons réussi en récupérant de la chaleur sur des groupes froids pendant l'été à chauffer la piscine et pendant l'hiver nous chauffons le bâtiment grâce à la thalassothermie. C'est-à-dire nous récupérons des calories sur de l'eau du sous-sol ou de l'eau de la mer pour pouvoir chauffer le bâtiment. Et donc ainsi nous faisons économiser au casino 20% d'électricité et 60% de gaz. La sothermie, je me suis dit, on récupère la chaleur du gras, mais pas du tout. Pas du tout. Après, vous pouvez faire preuve d'innovation. Oui, c'est ça, on ne sait jamais. En tout cas, peut-être une idée géniale. Sur le Pays Basque, nous sommes aussi un acteur local, même si Dalkia est une entreprise nationale. Nous avons une douzaine de villes qui sont nos clients. Nous employons une trentaine de personnes et nous leur permettons d'éviter à peu près 10 000 tonnes de CO2 chaque année, ce qui équivaut à retirer 5 500 véhicules de la circulation, soit à peu près les véhicules de la ville d'Urugne. Voilà. Merci. Alors, on l'entend, hein, cette transition énergétique, elle induit aussi pas mal de chantiers qui sont parfois lourds. Est-ce que chez Teréga, on creuse, on fait des tuyaux de gaz comme il y a 30 ans, ou est-ce que vous abordez vos chantiers différemment ? Là aussi, on a beaucoup évolué et oui, on parle d'énergie renouvelable et il faut parler aussi de durabilité, d'énergie durable et d'infrastructures durables. Et bien entendu, quand aujourd'hui on fait un chantier pour adapter nos infrastructures et les rendre capables d'accueillir tous ces gaz renouvelables et ces énergies vertes, on fait différemment de ce qu'on a pu faire par le passé. On étudie toujours les tracés, ce qu'on appelle les tracés, donc c'est les endroits où on va poser nos canalisations, de moindre impact environnemental. Donc on fait des diagnostics faune-flore. Préservation de l'agriculture, j'imagine aussi. Préservation de l'agriculture, préservation de l'environnement et de la diversité écologique et faunistique et floristique. Donc on applique la fameuse méthode éviter, réduire, compenser. On évite, quand on peut dévier, utiliser un tracé de moindre impact et ne pas impacter justement donc, la faune ou la flore. Vrai, véritablement, vous déroutez, vous faites... Alors oui, quand il y a des solutions... Vous êtes très surveillé, j'imagine, hein, quand on ne fait pas des trous n'importe où, donc vous êtes Bien aussi sûr, extrêmement surveillé. Il y a des dossiers complets à présenter à l'administration et qui nous imposent de prendre ces mesures-là et on le fait volontiers. D'ailleurs, on a une démarche qui s'appelle Bipositif, comme bilan environnemental positif chez Teréga, qui est là une démarche volontariste où on souhaite effacer totalement l'empreinte environnementale de Teréga et des activités de Teréga à l'horizon 2025, avec même un bilan positif si on peut. Donc cette démarche, elle nous a permis déjà d'être neutre en 2020, donc en évitant, en réduisant ou en compensant. Donc comme je disais, on peut éviter quand on vient faire des forages dirigés par exemple sous des cours d'eau plutôt que ce qu'on a pu faire par le passé où là on interrompait le cheminement des poissons. C'est ça, ça vous semble aberrant maintenant et tout le monde fait attention. Tout le monde fait attention, on peut compenser aussi en faisant l'acquisition de parcelles forestières, en plantant des arbres,
en exploitant ces forêts, en les cultivant et en les entretenant. Voilà, c'est tout un tas de mesures qu'on prend et qui sont concrètes aujourd'hui au travers de nos projets. Chez Dalkia aussi, hein, vous êtes vigilants. Vous nous aviez, quand on a préparé cet entretien, vous nous avez parlé d'une belle histoire de couple d'aigles qui était protégé lors d'un début de chantier. Est-ce que lorsque nous avons tracé le réseau de chaleur, quand nous avons construit le réseau de chaleur de Toulouse, il a fallu passer sous le fleuve. Et à ce moment-là, effectivement, on a retardé le chantier de façon à prendre le temps de protéger un couple d'aigles qui était sur la trajectoire. Effectivement. Et côté poissons, j'imagine, avec la CHEM, c'est votre quotidien, les poissons sur les cours d'eau. Donc, comment vous faites pour les préserver, justement, et que le côté vertueux d'un côté ne soit pas pénalisé sur les poissons? Oui, c'est vrai que l'énergie hydroélectrique, c'est vrai qu'on vient prélever de l'eau à un endroit pour la turbiner et la restituer à un autre endroit. Donc on a un tronçon qui est court-circuité, enfin, on vient prélever de l'eau sur un tronçon de cours d'eau. Et l'idée, c'est d'une part de ne pas assécher le cours d'eau, il faut maintenir toujours la vie piscicole au niveau de ce tronçon court-circuité. Donc on maintient un débit minimum dans le cours d'eau. Donc ce débit minimum, bon, c'est réglementé, mais bon, c'est à peu près 10% du module du cours d'eau, donc du débit moyen qu'on observe dans le cours d'eau. Mais voilà, selon les projets, ça peut être un peu plus, suivant les espèces qui sont présentes, suivant les axes migratoires. Enfin, il faut savoir qu'il y a des axes migratoires pour les poissons. Les poissons, ils doivent remonter pour pondre leurs œufs. Enfin, du coup, il faut qu'ils puissent remonter si c'est un axe migratoire. Donc on fait tout ce qui est passe à poissons, dévalaison. Enfin, donc on permet, au niveau du seuil qui est créé en rivière, il faut permettre aux poissons de monter et de descendre ce seuil, quoi. À GRDF, M. Ganchou, j'imagine, les études environnementales, c'est aussi je ne sais pas si c'est le quotidien, mais c'est régulier? Oui, c'est très, très régulier. Donc effectivement, on rejoint un peu les problématiques évoquées par le collègue de Terrega. Bon, bien qu'en fait nos réseaux, on les pose plus dans des milieux urbains. Donc on est moins soumis aux études environnementales, de façon beaucoup moins prégnante très certainement. Malgré tout, donc effectivement, tous nos décisions d'investissement sont passées au tamis en fait, d'une analyse environnementale, quel que soit l'endroit où ça se situe. On travaille beaucoup en fait, aussi au recyclage en fait, des matières d'extraction. C'est-à-dire que quand en fait, on fait une tranchée, on ne va pas rechercher de la matière noble, en fait, on essaye de réutiliser ce que l'on extrait en fait, de la tranchée pour combler la tranchée. Après, en matière environnementale, il y a un point que je souhaiterais aussi évoquer beaucoup, qui est finalement un axe sur lequel on travaille beaucoup. On travaille beaucoup à la promotion de la mobilité durable. Donc aujourd'hui, en termes de mobilité, quand on parle de mobilité durable, on a un peu le focus sur l'électricité, mais il y a quand même un champ en fait, qu'il ne faut surtout pas évacuer, qui est le champ en fait, de la mobilité avec du bio-GNV. Donc, qui est finalement l'utilisation dans des moteurs thermiques du biométhane issu de la production des gaz verts. Voilà. Et le gros avantage, en fait, on travaille beaucoup en fait, sur cet axe-là, parce que le gros avantage, finalement, c'est qu'on réduit de 80% les émissions de gaz à effet de serre, on diminue en fait, les effets sonores par 2, on diminue en fait, les oxydes d'azote, et on supprime en fait, l'émission de particules fines. Voilà. Alors, merci beaucoup. On l'entend, les initiatives sont très, très nombreuses. On va laisser un mot de conclusion à M. Patxi-Bergara. Est-ce que vous êtes convaincu, bien évidemment, qu'on peut faire produire l'énergie ici et de façon durable? Vous avez pensé quoi de cet échange? J'ai trouvé que l'échange était très intéressant. Et effectivement, je pense sincèrement qu'on peut développer de l'énergie renouvelable de manière cohérente sur le territoire en respectant l'environnement. Nous-mêmes, on développe des parcs photovoltaïques et on est soumis aux études environnementales. Donc l'idée, c'est pas de faire de l'énergie renouvelable en faisant n'importe quoi. Donc il faut prendre en compte les contraintes environnementales. Et comme je l'ai dit, voilà, notre idéal, c'est d'impliquer les citoyens qui deviennent propriétaires des parcs photovoltaïques, des usines hydroélectriques et du fournisseur d'électricité. Ça leur permet de comprendre comment ça fonctionne et d'être vraiment des acteurs de la transition écologique du territoire. Merci à tous d'avoir participé à cet échange. Merci Pierre Sabatier. L'ensemble des programmes dédiés à la transition énergétique au Pays Basque est à voir sur sudouest.fr.